Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Place des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir 4 chefs d'entreprise et entrepreneurs très engagés. Messieurs, mesdames, parole à... Bonjour, merci pour cette invitation. Donc, Stéphanie Bernard, je suis en charge de la direction opérationnelle Sud pour le groupe Proman, recrutement et travail temporaire. Très bien. Philippe Campana, donc je dirige la holding Amari Métal qui regroupe des sociétés qui distribuent de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Merci Philippe. Jean-Luc Blanc, groupe Henri Blanc. Nous sommes une société dans l'agroalimentaire spécialisée dans la transformation de café, plus exactement la torréfaction. Très bien. Et Bruno Cagnol, donc je suis président du directoire du groupe Foslev, spécialiste du levage, de la maintenance industrielle et de la tuyauterie industrielle. Je suis aussi président du top 20. Donc, grandes entreprises de Marseille. Voilà, qui regroupe les entreprises de la métropole, les plus grandes entreprises de la métropole, pas les 20 premières entreprises, mais 53 entreprises qui font, pour faire ça, un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont leur siège dans la métropole. Très bien. Écoutez, encore merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Le principe de cette émission est très simple. On échange de façon conviviale sur des sujets d'actualité. Et évidemment, aujourd'hui, l'actualité, c'est cette terrible crise que nous vivons. Donc, comment vous l'avez vécu dans votre entreprise ? Bruno, peut-être ? Alors, la première et la deuxième crise, la première et la deuxième vague, comme on dit, parce que les deux sont très différents. La première, on a eu un arrêt brutal de toute l'économie. Nous, on a été jusqu'à 80% de chômage partiel, avec des mois de mars, d'avril, une partie mai très difficile, avec une reprise forte en juin, mais surtout en juillet, avec un mois de juillet absolument extraordinaire dans nos métiers. Et cette deuxième crise, d'un point de vue activité, pour l'instant, dans nos secteurs, on ne ressent pas les effets. Je parlais même avec certains de nos clients, et notamment du bâtiment, qui disent que les commandes et les mises en projet n'ont jamais été aussi fortes. Peut-être pas à Marseille, parce qu'il y a un peu plus de difficultés pour lancer les projets à Marseille. Mais dans notre secteur, c'est plutôt assez optimiste. Ah, très bien. Et toi, Jean-Luc ? Moi, je peux pas en dire autant, hein, parce que en plus, dans l'agroalimentaire, alors spécialisé dans ce qu'on appelle la distribution dans l'industrie de l'hôtellerie, qui comprend les cafés, les hôtels, les restaurants, les snacks. Enfin, donc c'est une période, comme vous le savez, très compliquée. Hein. Le premier confinement a été pour nous une mise à l'arrêt totale pratiquement de notre activité, avec bien entendu recours au chômage partiel. Au groupe, on emploie à peu près un peu plus de 150 personnes, donc ça a été pratiquement les 2 tiers qui ont été mis en chômage partiel, voire chômage partiel total. On a repris un début d'activité avec une certaine torpeur, parce qu'on n'est jamais revenu, même quand notre secteur, nous, parce qu'on a eu le déconfinement pour l'hôtellerie qui a eu lieu qu'à partir du 1er juin. Hein. Donc ça a été assez moribond, sachant qu'on n'est jamais revenu aux chiffres post-confinement. On a eu effectivement un été où nos clients, sur toute la région, je veux dire, pas mal travaillé, mais c'est resté quand même très calme. Après, nous on a eu plusieurs arrêts, nos clients ont eu plusieurs arrêts, parce qu'il y a eu quand même 3 fermetures, la première, la deuxième fin septembre, début octobre, et là actuellement où on est considéré comme des produits, je veux dire, non essentiels pour les restaurateurs. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais je pense qu'on développera après plus tard. Et autant le travail temporaire, ça c'est aussi un indicateur très important de l'économie. En fait, comme le disait Bruno à ma droite, on n'a pas vécu, on vit pas la deuxième vague comme la première. Concrètement, on a sensiblement le même atterrissage, c'est-à-dire que lors du premier confinement, l'activité s'est retrouvée arrêtée net, puisque beaucoup d'activités étaient stoppées, avec moins 75% pour l'intérim, donc ça a été une chute très forte. Après, par contre, on est vite reparti. Alors c'est vrai que nos équipes sont restées mobilisées, puisque l'activité de recrutement et de travail temporaire font partie des secteurs qui sont nécessaires, indispensables à l'économie. Donc pendant cette période, avril, mai, juin, on a fait la remontada, on est remonté pour revenir au même niveau que l'année dernière.
Donc là, la deuxième vague, pour l'instant, sur l'électrocardiogramme de l'intérim, on est aujourd'hui au même niveau que l'année dernière, donc on n'a plus de baisse d'activité. Alors après, la profession est plutôt à -20, mais on progresse, nous, pour Proman, mais on va rester humble plus vite que le marché. Donc on est au même niveau que l'année dernière, mais on reste prudent. C'est parce que c'est la région ou là tu parles des chiffres Là je parle des national chiffres en national. D'accord. On est sensiblement sur les mêmes indicateurs sur la région. Plus 20 et voilà, sur la région. C'est parce qu'ils sont bons, c'est cool. C'est peut-être parce qu'ils sont bons, Merci. peut-être, c'est ça. On reste très, je vais faire court, mais on reste excessivement agile. Nos agences continuent à avoir une activité. On a aussi, on s'est surtout pas reposé sur nos acquis. On a développé aussi des nouveaux moyens de recrutement en visio pour nos collaborateurs. Et puis on a une activité qui est quand même très diversifiée. Alors c'est vrai qu'il y a certains pans qui ont été un peu plus ralentis, notamment dans certains secteurs du bâtiment, mais la logistique nous a porté, le commerce, l'activité commerce grande distribution sur une certaine période. Donc grâce à cette diversification et notre agilité, on arrive à mieux résister. Voilà. Très bien, merci. Et l'industrie ? L'industrie, je partage tout à fait l'analyse de Bruno, c'est-à-dire qu'il y a eu une rupture en mars où chez nous on est descendu à 40% de l'activité normale. Et puis on a eu avril-mai compliqué, et à partir de juin on est remonté progressivement vers le 80-90%. Et aujourd'hui notre activité depuis le mois de juin se situe entre 90 et certaines sociétés 100% de l'activité précédente. C'est quand même incroyable de voir la différence qu'il y a dans l'économie entre les secteurs qui sont totalement impactés, touchés à près de 80% de baisse d'activité, et des entreprises comme les vôtres, qui arrivent à fonctionner à 80-90% quand même. Après, j'y mettrai un bémol parce que nos sociétés sont réparties par type de clientèle. Donc le bâtiment a très bien marché, on est remonté très vite et aujourd'hui il est bien soutenu, on est aux alentours de 90-100%. L'industrie, quand je mets dans l'industrie, ce sont les usines qu'on trouve autour de l'Étang-de-Berre par exemple, où on intervient aussi, on est plutôt entre 80-85%. Et alors par contre l'industrie mécanique, là on est resté toujours aujourd'hui entre 60 et 70% de notre activité. Donc il y a vraiment des pans qui sont très différents parce que les industries mécaniques notamment travaillent beaucoup pour l'automobile, l'aéronautique. Donc, combien de salariés dans le groupe ? Nous on est 580. 500 personnes. Disséminés sur le territoire. Alors, et la deuxième chose que je voulais rajouter à l'analyse, c'est que le Sud malheureusement, puisque nous on est présents sur tout le territoire, le Sud est une des régions les plus touchées pour nous, dans nos chiffres. Ah d'accord. Ouais. C'est ce qui est important dans ce que tu disais, c'est nous sommes agiles, mais 80% des entreprises du territoire sont aussi des entreprises familiales. Donc on le voit ici, nous sommes tous issus d'une entreprise familiale. Et c'est très moderne et c'est très facile d'être agile dans ces cas-là. Donc c'est aussi une force, je pense, de notre territoire. Et quand vous avez vu toutes ces crises, est-ce qu'il y a eu, d'abord, autour de la table, qui a pris le PGE ? Est-ce que, moi je l'ai pris, je vais pas... Est-ce qu'il y en a qui ont pris le PGE pour pouvoir... Non, nous, ça a été un choix de pas le prendre, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, au départ, il y avait certaines conditions du PGE, avec déjà les taux. Je rappelle qu'il y avait quand même des taux plus intéressants que oui, d'accord. Au-delà de ça, il y avait quand même, quand Darmanin, le maire, avait fait le diagnostic du PGE, les entreprises ne pouvaient pas avoir recours aux dividendes. Donc c'était pour certains dirigeants d'entreprises, des fois leur salaire ne reflète pas, surtout dans les entreprises patrimoniales, familiales comme nous, où nous avons des salaires de dirigeants, mais des fois qui ne reflètent pas ce que nous faisons. Et nous travaillons et nous essayons de gérer en bon père de famille en fonction des résultats de l'entreprise. Donc c'était des points, je ne voulais pas être lié avec un banquier. On pouvait le faire parce que c'est des années de travail, nous avions de la trésorerie, des fonds propres. Aujourd'hui même, on les utilise, mais j'ai préféré en revanche faire un prêt classique avec un de nos partenaires banquiers à un taux quand même très intéressant.
voilà, pour l'instant, on a fait comme ça. Alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais aujourd'hui, en tout cas, tu es protégé. Tu t'es protégé. Oui, absolument. Ben, quand tu as une activité qui avec une baisse de plus de 80%, automatiquement, tu es obligé d'anticiper. Moi, ce que je dis, on est tous les 5 réunis ce matin. Gouverner, c'est prévoir. Je veux dire, nous, à chacun nos métiers respectifs, on doit anticiper, on doit prévoir, chose que des fois nos gouvernants ne font pas ou essaient de faire pour nous, et on voit souvent le côté funeste et pervers des choses. Mais bon, on est obligé, et c'est vrai que quand on est dans une entreprise familiale, on essaie pour reprendre vos propos, madame, d'être agile et de se réinventer. Et voilà, alors après, bien sûr. Après c'est compliqué, mais on essaie de surfer là-dessus. Et toi, Bruno? Moi d'abord, je voudrais féliciter Philippe Corsia parce que je pense que je me souviens d'un entretien avec le cabinet du ministre Griset, et je pense que s'il y a eu une deuxième année blanche pour le remboursement des PGE, Philippe il n'y est pas étranger, parce que c'est une de ses propositions qui avait été faite un dimanche, et une semaine après, sans nous dire que ça venait de là, mais en tout cas ils ont acté cette proposition. Donc, tu vois, on peut toujours être chef d'entreprise et influer quand même sur les politiques. Alors moi, d'un point de vue économique, je trouve que plutôt la réaction globale des pouvoirs publics est bonne, peut-être même un peu excessive, parce que le PGE, ça a été open bar, voilà, c'est tout à fait le mot, open bar, alors qu'au début, il devait être un peu plus strict. Bon. Et que cette dette, il va falloir la rembourser, autant je ne suis pas d'accord avec... on avait manifesté ensemble pour les restaurateurs, quand les restaurateurs ont été obligés de fermer à Marseille, ou à Marseille. Autant d'un point de vue économique, donc je dis elle est bonne, la question vraiment c'est qu'est-ce qui va se passer dans 1 an ou dans 2 ans. C'est ça. On a tous les scénarios qui se présentent, la chose qui est claire, c'est qu'au bout d'un moment il va falloir rembourser. Et moi je l'ai vu dans sur le problème sur les panneaux solaires qui est apparu sur certains de nos membres. On sent clairement que l'État, par des voies détournées, même s'ils disent qu'il ne va pas y avoir d'impôts, vont avoir une politique, une fois que l'activité économique sera repartie, une politique très dure, et que les contrôles fiscaux, les contrôles URSSAF seront sans pitié à mon avis. Ils ne se sont pas arrêtés, hein. Je veux dire, il faut savoir qu'il y a quand même Et même pire, j'ai appris que jeudi, vendredi, là direct... Enfin, il y a des contrôles de l'inspection du travail sur le télétravail dans les zones d'activité. Bon, ça, à la limite, somme toute, c'est logique pour le télétravail qu'il y ait des contrôles, parce que bon, on sait très bien qu'il y a certaines... Vous pensez que l'État contrôle, l'État répressif va reprendre son rôle et ça va être au détriment des entreprises? On aurait aimé qu'il soit un peu plus répressif cet été. Voilà, on en parlait. Absolument. Mais il n'y a pas plus, mais on l'a pas fait. Ça. Sur le télétravail, c'est un vrai problème, parce que bon nombre de salariés ne veulent plus aller en télétravail. C'est ça. Des souvenirs assez difficiles. C'est le lien social, le lien de la machine à café, où on règle souvent des problèmes entre collaborateurs, dirigeants et tout, et qui ne se passe pas souvent entre l'échange de mails, où on voit que le verbe, des fois, dépasse les pensées. Donc on a été obligé d'imposer une partie en télétravail, mais c'est pas simple. Ouais. Chômage partiel, donc visiblement on a tous eu recours au chômage partiel à un moment ou à un autre. Et là, il y a, je ne sais pas les conventions collectives, mais là actuellement, il y a le 13e mois qui arrive. Et vous savez que le 13e mois, évidemment, il n'y aura pas de chômage partiel pour le 13e mois. On le paye ou on ne le paye pas. Quelle est la position de... Parce qu'on est en train, et c'est ça le danger, après la crise sanitaire terrible, la crise économique effroyable, peut-être une fracture sociale. Si on est en train de facturer... Non, pas facturer. Tu en as trop besoin. J'en ai trop besoin. La facture, j'en ai besoin, ça devient, je me réveille la nuit, facture. Non, on est en train de fabriquer des travailleurs pauvres. Et on s'est rendu compte, et c'est un vrai souci. Alors, je ne sais pas, dans l'industrie, je crois que les conventions collectives sont assez... Écoutez, nous, on a la chance, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir une activité qui est restée soutenue. Eh oui. Donc, on a quand même essayé de garder nos salariés motivés. Et une des meilleures manières, c'était d'essayer de maintenir ce qui se passait auparavant. Donc clairement, pour nous, on n'aura pas la difficulté d'assumer ce 13e mois. Et on va continuer, parce qu'on parlait d'entreprise agile, mais ce que je peux vous dire, c'est que à la reprise du premier confinement, on a repris sur la base du volontariat en présentiel
par rapport à nos concurrents qui ont été beaucoup plus en télétravail. Et sur la partie commerciale, nous, on a été beaucoup plus présents. D'abord parce qu'il a fallu réouvrir les dépôts parce que nos clients venaient chercher le matériel. Et on a décidé d'accompagner le mouvement du magasin par la présence des commerciaux. Et on s'est aperçu, après, en comparant les chiffres avec nos concurrents, que la reprise a été plus rapide et plus forte. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le télétravail, il faut aussi bien mesurer qui doit le faire, comment on doit le faire. C'est peut-être ça pour Proman aussi. Vous étiez très présent pendant cette crise, peut-être ça a joué aussi. On a été excessivement présent lorsqu'on a évidemment, le premier objectif, c'est de sécuriser nos collaborateurs en agence, nos collaborateurs permanents. Mais donc on a d'une part équipé nos agences comme vous l'avez fait dans chacune de vos entreprises. Après, lorsqu'on a des collaborateurs qui présentaient des fragilités, évidemment télétravail. Mais on a fait le choix de maintenir nos agences ouvertes avec un accueil filtré dans le protocole sanitaire au public, mais on voulait garder le contact avec nos demandeurs d'emploi parce que nos intérimaires peuvent se trouver précarisés et il faut être plus jamais présent et pas laisser une porte fermée. On a combiné les deux en fait. On a combiné du sourcing, du recrutement digital, mais aussi un accueil au public et nos collaborateurs étant présents sur le pont. Donc ce qui fait qu'on a mieux résisté. Je soulève un deuxième point. Dans cette période de deuxième vague, il était pour nous très important, parce que tu évoquais les travailleurs pauvres, mais de maintenir toutes les actions de formation. Puisqu'on a beaucoup de collaborateurs, là je parle des intérimaires qui n'ont pas forcément le profil pour des postes, mais continuer d'anticiper, de faire des formations pour les amener plus rapidement à l'accès à l'emploi. Donc on continue à beaucoup investir et monter beaucoup d'actions de formation en ce moment. Très bien. Pour faciliter le retour à l'emploi. Même si les conditions sanitaires pour les formations ne sont pas tout le temps, je suis d'accord. Moi je pense qu'on est à l'aube de, Philippe, tu le disais, d'une crise sociale, j'ai souvent dit au-delà de la pandémie économique, et une crise sociale sans précédent, parce que bon, souvent on met en exergue, et tous les médias le font, je veux dire, de certaines corporations, alors on parle plus des petits commerces, comme on a parlé du secteur de la restauration. Il faut savoir que c'est quand même des pans d'économie, parce que quand on parle de, je veux dire, pour l'exemple des restaurants, ça fait travailler des viticulteurs, ça fait travailler des éleveurs, ça fait travailler des grossistes en alimentaire. Hein. Vous connaissez des grandes sociétés qui ne font que de l'alimentaire lié à ces professionnels. Donc c'est quand même des pans d'économie qui vont être, je veux dire, plus que chahutés, bousculés, et il va y avoir des... Alors aujourd'hui, on n'arrive pas, je veux dire, parce qu'on est, soyons honnêtes, tous pratiquement perfusés, enfin peut-être pas nous, puisqu'on n'a pas fait appel au PGE, mais quelque part, quid de l'atterrissage dans quelques mois. Et j'ai bien peur que malheureusement, même si je suis d'une nature on ne peut plus optimiste, qu'il y ait des pans d'économie et que ça touche même le bâtiment. Quand on dit que le bâtiment va, tout va, mais j'ai bien peur parce que bon, je commence à voir, si vous voulez, même dans le cercle, dans mon cercle amical, des gens qui devaient faire des travaux, qui reportent certaines décisions d'investissement pour des PME, même des ETI. Ils disent on verra en 2021, sachant que là on est en train de nous dire, et on nous l'avait dit avec Philippe d'une réunion en préfecture, et là aujourd'hui on voit bien que c'est leur répartie et leur dire, que de toute façon le confinement serait retiré dès l'instant où on aurait un vaccin. Et j'avais même posé la question au directeur général de l'ARS, au préfet. J'ai dit, donc si on ne trouve pas de vaccin, on va confiner, reconfiner, stop and go. Mais jusqu'à quand? Parce que là, on parle de la deuxième vague, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et là, j'ai peur, si vous voulez, parce que quand il va y avoir cette crise sociale sans précédent, on le voit même déjà dans des entreprises, même de taille importante, le problème lié au télétravail, je veux dire, ça ne fait pas l'unanimité de tout le monde. Donc je pense que tout ça risque, après quand même, on est convalescent quand même d'une crise sans précédent, parce qu'on oublie qui s'appelle les gilets jaunes, je veux dire, voilà. Donc on est, si vous voulez, sur un numéro d'équilibriste qui va, à mon avis, toucher peut-être, et je ne le souhaite pas pour certains secteurs d'activité, mais qui risque d'être plus important que... Comment tu as fait avec le nombre de salariés que vous avez à Foslev, pour organiser tout le respect des barrières, le respect des gestes? Comment on fait ça? Comment ça s'organise? On met un département en place? Non, on a pendant la première crise, le service... la chance d'être un peu nombreux, donc on est structuré, donc on a un service sécurité SHE
qui a été assez fort avec des correspondants dans toutes les régions de France. Ouais, c'est ça. Donc ça nous a permis de nous mobiliser et globalement les gens ont mis en place les gestes barrières. À partir du moment où on a eu les masques, ça a été assez rapide. Après, il y a des secteurs, l'industrie, où ils sont très à cheval sur les règles de sécurité, d'hygiène, c'est très bien respecté. Il y a des secteurs, quand on rentre dans le bâtiment, on sait c'est l'ADN, c'est un peu l'ADN. Voilà, c'est un peu l'ADN où c'est moins respecté. Je voulais juste revenir sur la crise sociale, pour oublier que dans la premier confinement, c'était les cadres télétravaillaient et les ouvriers étaient sur chantier, sans masque. Hein. Donc ça reste marqué là-dessus. Effectivement, en l'occurrence, nous, on fera globalement à peu près les 13e mois et les primes pour certaines catégories comme l'année dernière. On essaiera de maintenir cette... Parce que les gens ont perdu beaucoup d'heures supplémentaires, de paniers quand ils étaient en chômage partiel, des choses comme ça. Donc les frais professionnels, Oui, le lien avec la réponse du deuxième mois, c'était, je vous ai parlé un petit peu de reprise d'activité, c'est aussi un moyen de renvoyer l'ascenseur à des gens qu'on a sollicités sur la base du volontariat au début. Oui. Parce qu'au début, on a eu deux populations. On a eu la population qui avait peur et qui ne voulait pas revenir. Et puis il y avait la population qui jouait le jeu, mais qui était difficile à maîtriser dans l'emploi du travail parce qu'il y avait une forme d'inconscience sur les mesures de protection. Ceci étant, je vais vous dire une chose, c'est qu'on a repris plus vite, plus fort par rapport à nos concurrents, avec une présence forte, mais la preuve est que quand on s'organise pour faire les choses correctement, on a eu 0 cas de Covid dans l'entreprise sur le premier confinement. On n'est pas des clusters, les entreprises ne sont pas des Non, clusters. alors il y a eu, je ne sais pas pourquoi, des statistiques qui ont été données comme l'entreprise étant un des lieux de propagation important. Il ne fallait pas les déformer parce qu'il y a eu un débat entre Mélenchon et Véran. Il disait que 60% des clusters étaient en entreprise, mais ça ne représentait que 10% des contaminations. Oui, donc en fait, la part était très faible. Oui, mais le message était mauvais. Là aujourd'hui, le gouvernement met en exergue, si vous voulez, les chiffres que les premiers lieux de maladies se trouveraient dans les foyers, dans les restaurants. Bon, ça, c'est tiré d'une étude, il faut le savoir, américaine de Stanford, qui, je le disais tout à l'heure en aparté, on ne peut pas comparer quand même les restaurateurs français qui ont fait, ou même certains européens, qui ont mis quand même déjà des protocoles sanitaires très aboutis, avec des mesures drastiques. Voire même désagréables. Voilà. On avait eu le avec, si vous voulez, comparer l'étude qui a été faite sur 3 grandes villes américaines, où déjà on avait exclu les enfants de cette étude, donc il faut quand même le savoir, et c'était fait sans protocole sanitaire. Donc forcément, dans les fast-food, on ne peut pas comparer, comme je le disais, les fast-food. Donc automatiquement, il en résulte effectivement que c'est les restaurants américains qui sont les premiers. Mais on ne peut pas transposer à ça. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention dans ces études, dans les chiffres. Moi, je pense que c'est plus... on va être tenté dans l'environnement familial, dans les rassemblements familiaux, plutôt que dans une entreprise où on respecte les gestes barrières et les protocoles sanitaires. Bon, après, quid, si vous voulez, de la différence entre la restauration collective, qui est autorisée, avec la restauration dans les lycées, dans les collèges, où après les enfants, on connaît quand même, les enfants des fois ne sont pas très conscients de cette maladie, et le problème, c'est qu'ils ramènent, je veux dire, une contamination au sein de l'environnement familial. Donc après les chiffres, on n'a pas d'études qui justifient, si vous voulez, comme à un moment donné, on parlait en entreprise. Alors c'est facile, je veux dire, c'est vrai, on assène de l'anxiété, de la peur, mais il n'y a aucun chiffre, et j'espère que il n'y en aura pas. L'histoire rendra son verdict, et peut-être qu'un jour on aura des chiffres plus élaborés pour savoir. Mais pour l'instant, on est quand même. Moi, je voulais rajouter quelque chose. On parlait. 2 minutes, parce qu'après, on va juste. Tu parlais tout à l'heure du 13e mois, mais on ne parle pas aussi. Je sais que notre ministre du Travail, Elisabeth Borne, s'en occupe, mais sur le passif social pour les entreprises, sur les congés payés quand même aussi. Bien évidemment. Je veux dire, parce que ça, c'est quand même un sujet. Je veux dire. Et statut du dirigeant aussi. C'est quand même le statut du dirigeant. Ça, congés payés. Ça, n'en parlons pas. Ça fait longtemps qu'on. Pareil,
on n'a pas honte. et les oublier, mais ça c'est un autre débat. Il faudrait que tu fasses une autre émission pour ça. Non, mais je pense que les congés payés pour nos collaborateurs, bon, à l'issue quand même des confinements successifs, bon, ben tout ça va mettre. Alors moi, je suis pas de ceux qui disent, et je pense pas, parce qu'on est une entreprise familiale assez paternaliste, donc je pense pas que nos collaborateurs en rentrant nous demandent. Au contraire, ils ont tous envie de travailler. Ils me le prouvent tous les jours, l'envie et l'attachement qu'ils ont à notre entreprise. Mais force est d'admettre et de constater que ce passif social pour les entreprises, ben, ça va être des jours en plus. Important. Donc c'est un sujet. Quand on fait ce constat de cette crise économique, sanitaire, sociale, comment vous voyez la reprise, la relance ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va retrouver nos chiffres de 2019 qui ont été quand même... 2019 a été une très bonne année pour l'ensemble des entreprises. Est-ce qu'on va le retrouver ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Qu'est-ce qu'on demande au gouvernement sur ce plan de relance ? Parce qu'on me dit, oui, mais le plan de relance, il change tous les jours parce que la crise évolue tous les jours. Qu'est-ce qu'il nous faudrait dans notre pays et notre territoire pour relancer l'économie de façon importante ? À part suppression des... Sur la métropole d'abord, oui, mais sur la métropole, bien sûr. Tu me donnes une occasion unique. Ah, unique. Sur la région. Extraordinaire. Sur la métropole, le 25 novembre, avec le top 20, l'UPE et la Chambre, on a fait un très gros travail, et l'Institut Montaigne, on a fait un très gros travail qu'on a appelé AMP 2030. Pour notre métropole en 2030, quels sont les défis qu'elle doit relever et surtout quels sont ces fameux symptômes, parce que d'abord le rapport parle des symptômes et toutes les solutions pour soigner. Alors c'est pas un vaccin, ce sera peut-être un traitement à la chloroquine, on verra, mais en tout cas je crois qu'il y a des vraies propositions et dans lesquelles il y a des vraies propositions de relance. Ça, on va le partager à tout le monde. On va le partager à tout le monde et ce sera une occasion, je pense, j'espère. Il paraît qu'il est, comment dire, que l'Élysée l'écoute avec intérêt. Donc j'espère que l'État se servira de ce rapport pour pouvoir prendre dedans des mesures fortes sur la relance dans notre métropole. Là, c'est uniquement la métropole. Oui, c'est uniquement. Jean-Luc ? Moi, je vous l'ai dit, je suis d'une nature optimiste, et puis bon, être entrepreneur, c'est aussi, je veux dire, entreprendre, c'est aussi, malheureusement, de savoir perdre. Là, on va dire que bon, c'est une perte pour nous. Nous aussi, on était partis pour faire une année 2020 exceptionnelle. On avait fait une très bonne année 2019. En plus, nous, on était sur un plan d'investissement assez important. D'ailleurs, si j'avais su, je l'aurais un peu transposé sur certains, j'aurais différé. Mais non, bon, je pense que le plan de relance, moi, vous savez, je suis attentif à tout ce qui va se passer. Mais bon, moi, personnellement, je sais qu'il va falloir mouiller le maillot, se remonter les manches, redynamiser nos équipes, nos effectifs et aller de l'avant. Parce que je pense que, vous savez, aujourd'hui, on est dans une ère de communication. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Tout à l'heure, je parlais d'une corporation, des restaurants. Aujourd'hui, on a parlé d'aide et tout, mais bon, pour l'instant, ils n'ont rien vu venir. Il faut le savoir. Je veux dire, voilà. Donc, c'est quand même important de le dire. Et donc, je leur fais un peu aujourd'hui leur porte-voix. Vous pouvez aisément comprendre leur désarroi, parce qu'il y a, si vous voulez, un décalage entre les effets d'annonce. C'est pour ça que moi, quand j'entends plan de relance, quand je vois Bruno Le Maire, certes, il fait le job, je veux dire, il est là, il est sur tous les plateaux de télé, à croire qu'il a au téléphone, je crois un peu moins, tous les jours au téléphone, les petits commerçants qui l'appellent. Bon, force est de constater, si vous voulez, que malheureusement, on est quand même sur des effets, je veux dire, d'annonce. Quand j'entends son discours que vous avez vu sur une des médias importants c'était qui veut gagner des millions, quoi. Je veux dire, tous les remercier tout le monde, et tout le monde on aurait été sur le plateau, monsieur, combien vous voulez, madame, s'il faut rajouter quelques milliards. Donc, on parle aujourd'hui de milliards. Pour moi, l'argent, ça fait un petit mois. Voilà, 20 milliards même. On est arrivé en novembre, la projection, on était à 15, là, la projection est de 20 milliards.
Donc l'argent n'a plus de valeur. Pour nous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, bon, on n'avait pas quelques centimes à donner dans les hôpitaux il y a quelques mois. Et aujourd'hui, on ouvre des donc je veux dire, voilà. Donc moi, dans cette incompréhension, donc encore une fois, si vous voulez, bon, c'est très subjectif comme répartie, mais je pense que bon, j'attends rien de problème de relance. Je sais qu'on va motiver nos t'appliquer plus, encore équipes. Plus, non-stop. Voilà, malheureusement, ben, c'est pour la boîte que nous dirigeons, familiale, ben, c'est des années, si vous voulez, malheureusement. Moi, j'ai l'habitude de dire, on a perdu 20 ans de chiffre d'affaires, mais on a gagné quand même 10 ans au niveau de la numérisation. On a fait quand même, cette crise a eu du mais faut regarder terrible, le bon côté, mais il faut regarder le bon côté. Et au niveau de Proman, alors concernant le plan de relance, il doit être évidemment d'être un meilleur soutien pour tous les secteurs qui souffrent. Concernant Proman, l'entreprise est gérée, comme on l'évoquait tout à l'heure, en bon père de famille, entreprise familiale, et Proman compte sur sa bonne gestion en fait et à la trésorerie pour accompagner dans les périodes de tempête, lorsqu'on a de la tempête. D'ailleurs, j'ai apprécié que Proman, pendant ces périodes de crise, maintienne son soutien à la Coupe du Monde de façon assez... parce que la Coupe du Monde doit se passer à Marseille. Exactement. D'ailleurs, je lance un appel à la maire de Marseille. Il faut maintenir les investissements pour la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Faites-le. C'est bravo de le repréciser. Non, mais parce que c'est indispensable. Proman continue à garder de l'audace. On innove. Il ne faut pas compter sur. Mais nous, on innove. On parlait des outils digitaux. On continue aussi en proposant même pour les demandeurs d'emploi un CDI avec notre filiale Flexeo pour gommer les précarités. Et puis l'audace, puisque Proman, depuis la semaine dernière, on a annoncé notre partenariat. Nous sommes recruteurs officiels de la Coupe du Monde de rugby. Donc oui, rugby Bravo. À Marseille, rugby dans la région. C'est important. Bravo. Alors, pour la société... écoutez, nous, effectivement, notre principale préoccupation pour l'année prochaine, c'est la santé de nos clients. Parce que, santé financière. Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on est un peu privilégié, mais pendant combien de temps quelles vont être les répercussions? C'est un peu compliqué. Oui, les assureurs crédit, ils prennent pas trop de risques. Ils ont jamais pris, mais alors là, de moins en moins. Oui, et puis en plus, ils le font de manière très simple, les pans d'activité déclarés comme dangereux, ils font pas le tri, boum, ils arrêtent. Le tri sélectif, ils le font pas. Non. Oui, c'est vrai. Donc on est très inquiet sur effectivement comment vont réagir et passer cette crise la plupart de nos clients. Et puis la deuxième chose, vous parliez de relance. Ce qui serait bien dans nos métiers, c'est qu'on aille un peu plus loin dans la prise de conscience d'une réindustrialisation française et européenne. Parce que finalement, si on allait au bout de nos raisonnements... Mais heureusement qu'on a défendu l'industrie sur le territoire. Oui. Heureusement. Ouais. Donc c'est un vrai point qu'il faut développer, cette industrie. Ça, il faut qu'on soit logique en faisant un constat qu'on devient totalement dépendant d'un certain nombre de pays et ne pas mettre en place une politique de véritable réindustrialisation qui doit effectivement se raisonner au niveau européen, parce que c'est pas aussi simple que ça, mais quand même, si on le fait au niveau européen, forcément, on en récupérera les fruits. Et là, je dirais, quels que soient les domaines, comme c'est des gros pans d'emploi et d'investissement, ça portera automatiquement... Écoutez, merci beaucoup. Malheureusement, cette émission touche à sa fin. Merci d'être là. Merci de ton invitation. Je remercie la région Sud des Cages pour leur soutien pour cette émission, pour ce plateau. Merci. Et la prochaine fois, avec plaisir, pour évoquer un sujet plus réjouissant, qui est comment gérer une croissance économique hyper forte. Trop forte. Merci beaucoup.